Olivier Fargue, 22 ans, est assassiné en mars 2004. Un tel crime, avec une telle sauvagerie, ne s'est jamais produit sur Poitiers. L'étudiant ingénieur s'est volatilisé lors d'une soirée entre amis. C'est un garçon qui aimait la vie. Il était joyeux, il avait beaucoup d'humour. Une semaine après sa disparition, un sac poubelle est retrouvé devant un groupe scolaire. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait malheureusement un torse avec un jean. Donc c'était indéniablement un corps humain. La victime a été battue à mort. Olivier Fargue a reçu 14 coups d'une extrême violence. Quel genre de personne est capable d'infliger de telles blessures à un autre être humain? 1000 questions fusent. Il faut savoir comment il est mort, pourquoi il est mort, par qui il est mort. Comment se fait-il que la soirée entre copains est dramatiquement dégénérée? Une ivresse, on sait comment elle commence, on sait jamais comment elle se termine. Le tueur se trouve-t-il parmi les proches d'Olivier? Apparemment, j'ai été moins cuisiné que les autres quand même si ça a duré des heures. Ou bien faut-il envisager que l'étudiant ait fait une mauvaise rencontre? Ça peut être une bande de loupards qui ont envie de se payer quelqu'un. Retour sur une enquête qui, 8 ans après les faits, peut encore aboutir. Nous sommes à Poitiers, au sud de la Loire, entre Paris et Bordeaux. Un quart de la population de cette commune au riche passé historique est composée d'étudiants. C'est une ville jeune et dynamique, réputée pour sa qualité de vie et sa faible criminalité. Pourtant, en mars 2004, un élève ingénieur de l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique a été la victime d'un meurtre particulièrement violent. Olivier Fargue avait 22 ans. Son avenir prometteur a été brisé du jour au lendemain. Parti pour une virée entre copains, le jeune homme a disparu au milieu de la nuit. Malgré 8 années d'enquête de la police judiciaire, l'auteur de ce crime n'a toujours pas été identifié. L'affaire demeure à ce jour non élucidée. Le 3 mars 2004, Olivier Fargue n'est pas en cours. Pourtant, dans son école d'ingénieur, les absences non justifiées sont lourdement sanctionnées. Ses camarades ne comprennent pas. Cette désinvolture ne ressemble pas au jeune homme. Alex et hier a rencontré Olivier à Lancema. Depuis leur arrivée à Poitiers, ils sont devenus très amis. Ce mercredi matin, il est le premier à s'inquiéter de l'absence de son copain. Encore qu'il ne soit pas venu en amphi, ça aurait pu être logique. Mais derrière, sur le TP qui a suivi, dès 9h30, on aurait dû le voir. Jean Briot est alors le directeur de l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique. Il est rapidement mis au courant de cette absence. Il faut bien reconnaître que dans un premier temps, on ne s'est pas tellement inquiété. Un jeune de cet âge-là qui disparaît une journée, bon, évidemment, il ne va pas en cours, alors qu'il devrait être en cours, mais bon, il n'y a pas, a priori, on peut facilement imaginer des tas de choses plutôt agréables qu'horribles. Au fil des heures, l'absence d'Olivier étonne de plus en plus ses amis. Soucieux, ils se rendent à l'appartement du jeune homme, situé à proximité du campus universitaire du Futuroscope. La porte est fermée. Personne ne répond. Les jeunes décident alors de se lancer à la recherche de leurs camarades. Le mercredi après-midi, on est parti directement dans Poitiers pour faire un tour dans Poitiers, essayer de voir s'il était en train d'errer dans Poitiers ou autre. On est même passé au commissariat. Pour la police, cette disparition récente n'est pas encore inquiétante. Les étudiants déposent malgré tout une main courante et regagnent leur résidence universitaire. Toute la soirée, ils tentent de joindre Olivier sur son téléphone portable. Mais il tombe immanquablement sur son répondeur. On s'est dit, c'est pas normal du tout qu'on ne le trouve pas et qu'il ne réponde pas au téléphone. Et c'est le jeudi que j'ai appelé sa mère. Danielle Fargue habite à Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle ne sait pas encore que son fils a disparu depuis 2 jours. J'ai trouvé un message sur mon répondeur le jeudi 4 mars en rentrant du travail avec un numéro de téléphone. J'ai rappelé l'étudiant, puisqu'il s'agissait d'un étudiant, Alex, et qui m'a un peu surprise parce qu'il m'a demandé des nouvelles d'Olivier. Et là, j'avoue que je suis restée perplexe et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, mais c'est qu'Olivier a disparu dans la nuit du mardi au mercredi. Nous n'avons pas de nouvelles. Ah, annoncer ça à sa mère, c'est pas facile. C'est peut-être le coup de fil le plus dur que je lui ai passé de ma vie, quoi. Danielle Fargue prend immédiatement au sérieux l'inquiétude d'Alex. Pour elle, il n'y a aucun doute. L'absence de son fils n'est pas normale. Ce silence ne lui ressemble pas du tout.
J'ai essayé par la suite de l'appeler sur son portable. Je suis tombée directement sur son répondeur. Et par la suite, j'ai appelé Orange, puisqu'il était donc abonné chez Orange. Ils ont bien voulu me donner un renseignement quand même important, c'est que son répondeur avait reçu 30 messages et qu'il arrivait à saturation. Paniquée, Danielle contacte le père d'Olivier, dont elle ne partage pas la vie. Charles-Henri Mailhodon se souviendra toute sa vie de cet appel. Et elle me dit, je t'appelle parce qu'Olivier a disparu. C'est vrai que c'est l'étonnement, c'est l'incompréhension. Je ne pense pas au pire tout de suite. Puis peut-être que dans mon inconscient, ça m'arrange aussi de ne pas penser au pire. Et je dis, écoute, je ne comprends pas, j'arrive. Donc je me souviens très bien. Je suis monté dans ma voiture, je suis allé chez elle, donc à Orthez. Le 5 mars, les parents décident de signaler la disparition de leur fils à la gendarmerie. Une enquête pour disparition inquiétante est alors ouverte. Ils ont malheureusement tellement l'habitude de ce genre de choses qu'ils ne peuvent pas avoir des propos inquiétants d'entrée de jeu, sinon je crois que les familles seraient peut-être démoralisées. Je crois que comme pour tout adulte qui disparaît, dans un premier temps, on parle plus de fugue que de kidnapping, de disparition, de ceci, de cela. Donc malheureusement, Olivier n'a pas échappé à la règle. Jean-Baptiste Cazot connaît bien Olivier. Ils ont fait ensemble leur classe préparatoire à Pau et se sont retrouvés à l'ANSMA de Poitiers. Il partage l'inquiétude des parents de son ami. Alors c'est vrai que des fois il peut être impulsif et avoir des coups de tête, mais c'est quand même étonnant de sa part qu'il s'absente 48 heures durant sans rien dire à personne. Très préoccupé, Jean-Baptiste appelle toutes les personnes connaissant Olivier pour savoir si quelqu'un a eu de ses nouvelles. Puisque personne n'est au courant ici, peut-être qu'il a contacté quelqu'un donc parmi nos anciennes connaissances. Donc c'est moi naturellement qui me charge de cette tâche. Donc j'ai appelé quelques amis parmi les plus proches qu'on avait et qui eux-mêmes ont relayé l'information. À Poitiers, le jeune homme reste introuvable. L'hypothèse de la fugue semble de moins en moins plausible. À l'ANSMA, sa disparition occupe tous les esprits. Quand même, il y avait dans l'établissement une ambiance, vous imaginez bien, plus que lourde. Avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse de la part principalement de la promo, mais surtout des proches, quoi. Bon, après, moi, j'ai toujours pensé positif ou tout ça, mais du coup, ce que je voyais de plus logique, j'allais pas dire à tout le monde, hey, le plus logique, c'est qu'il soit passé quelque chose de grave. Donc je le gardais pour moi et je disais, j'espère que c'est pas grave ou autre. Pourtant, le souvenir de la dernière soirée passée avec Olivier ne fait qu'accroître son angoisse. On avait décidé de passer une soirée ensemble. Et puis au bout d'un moment, il y avait une soirée organisée dans Poitiers. Donc on a décidé d'aller là-bas. Mardi soir, le jeune homme et une dizaine de ses camarades sont allés au Pilori, un bar du centre-ville. Mais à peine arrivé sur place, Olivier a quitté brusquement la fête. Quand la soirée s'est finie, on a fait le tour des 2-3 rues du coin, mais dans la voie. Olivier n'est toujours pas réapparu. 6 jours ont passé depuis sa disparition. À l'ANSMA, le corps enseignant doit gérer l'anxiété des élèves. Dès le lundi, on commence à réunir les étudiants en amphi pour essayer de faire le point et commencer un travail. On sentait bien quand même que beaucoup d'élèves allaient être un peu en difficulté psychologique, évidemment. Où est Olivier? Que lui est-il arrivé? Des questions qui restent sans réponse. Et l'angoisse des proches augmente de jour en jour. Le jeudi 11 mars à 8h35, 9 jours après la disparition d'Olivier Fargue, la police reçoit un appel. Une macabre découverte vient d'être faite devant un établissement scolaire au sud de Poitiers. Thierry Bonneau est éducateur dans cet institut médico-éducatif. Je suis arrivé comme d'habitude à 8h15 le matin pour embaucher. Et un jeune donc, de l'établissement est venu en nous disant écoutez, j'ai vu, il y a une poche poubelle, une grosse poche poubelle devant l'établissement. Je pense que c'est un animal, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que je fais? Enfin bon. Pour examiner le contenu des 2 sacs poubelles, fixés l'un à l'autre par un ruban adhésif gris, Thierry Bonneau est accompagné de Valérie Thiers, l'infirmière de l'établissement. J'ai pensé que c'était un animal mort parce que les bêtes avaient fait des trous dedans, vraisemblablement les oiseaux, il faisait très froid. Donc on voyait bien que c'était givré et que c'était de la chair, ça c'était indéniable.
Mais bon, et Thierry m'a dit on va retourner voir le directeur. Moi je lui ai dit non parce que les gamins vont arriver, et s'ils touchent, on ne sait pas ça peut être sale. Voilà, donc je lui ai dit je vais prendre un Kleenex et je vais ouvrir le sac. Donc ce que j'ai fait, et là on s'est aperçu qu'il y avait malheureusement un torse avec un jean. Donc c'était indéniablement un corps humain. La police judiciaire, dépêchée sur les lieux, procède à l'ouverture des sacs poubelles. La priorité est d'identifier la victime. Au majeur gauche du cadavre, une chevalière frappée des initiales OF. OF comme Olivier Fargue. Les enquêteurs se tournent vers les parents d'Olivier pour confirmer leur terrible intuition. Le policier me présente un flacon avec des bijoux dedans. Et il me demande si je les reconnais. Et je me souviens avoir dit au policier, il me semble bien que ce sont ceux d'Olivier. C'est là qu'il m'annonce que, effectivement, il n'y a pas de doute possible que c'est bien les bijoux qui ont été retrouvés sur le corps d'Olivier. Mais jusque-là, même en parlant avec le commissaire, ça n'a pas atteint ni ma tête. Donc... Les parents se rendent ensuite au service de médecine légale du CHU de Poitiers. Nous avons reconnu le corps d'Olivier et c'est en voyant son corps effectivement sur la table à la morgue que j'ai vraiment compris qu'il était mort. Jusque-là, je n'y arrivais pas. Quand vous voyez le corps de l'être cher, c'est là que vous comprenez qu'il n'y a plus rien à attendre ou à espérer. Ça a été le plus mauvais jour de ma vie. Le plus beau a été sa naissance, le plus mauvais, le jour de la morgue. Jean-Marc, la disparition d'Olivier est signalée par sa mère à la gendarmerie dès le 5 mars. Son corps est découvert le 11, soit 6 jours plus tard. En dehors des vérifications d'usage dans les hôpitaux et les commissariats, aucune investigation n'a été engagée. Pourquoi ? En France, il y a près de 50 000 disparitions signalées chaque année. On ne peut pas systématiquement lancer la grosse artillerie et s'inquiéter à chaque fois qu'un jeune homme de 22 ans sèche les cours. C'est l'âge des coups de foudre, on se dit qu'il a probablement rencontré une petite nana et qu'il va revenir. Mais les parents d'Olivier sentent que quelque chose de très grave est arrivé. Dans les affaires criminelles, on sait que les 48 premières heures sont cruciales. Là, rien n'a été vraiment fait. N'a-t-on pas perdu un temps précieux ? Après coup, c'est facile de dire qu'on a perdu du temps. Évidemment qu'on a perdu du temps dans cette affaire. Mais au début, personne, Arnaud, personne ne pouvait envisager qu'Olivier avait été tué. Pensez-vous que la découverte du corps d'Olivier est une surprise pour les enquêteurs ? Sans doute pas. Plus les jours passent, plus ça sent mauvais. Du coup, quand le corps d'un jeune gars d'une vingtaine d'années est découvert, ils mettent pas 50 ans à faire le lien. Le corps a été déposé sur un lieu de passage devant un groupe scolaire. À cet endroit, des gens viennent travailler. C'est une évidence qu'il va être découvert. Pourquoi, selon vous, a-t-il été mis là ? À mon avis, le corps a été sciemment déposé à cet endroit pour qu'il soit découvert. On a le sentiment que le ou les auteurs ont souhaité rendre Olivier à ses proches, un peu comme s'ils n'assumaient pas leur geste, comme s'ils regrettaient de l'avoir tué. Le cadavre est emballé dans des sacs poubelles entourés de rubans adhésifs. En voyant le paquet, on ne peut pas imaginer ce qu'il contient. Pourquoi toutes ces précautions ? D'abord, ça permet de transporter le corps sans éveiller les soupçons. Et ça permet aussi aux auteurs de ne plus avoir à supporter la vision de leur crime. 9 jours après sa disparition, Olivier Fargue est donc retrouvé mort. Mais qui était ce jeune étudiant de 22 ans ? Quelle était sa vie ? Qui peut bien être la victime de ce meurtre violent ? C'est un garçon qui aimait la vie. Malheureusement, on l'a lui ôté, mais il adorait la vie. Il était joyeux, il avait beaucoup d'humour. Olivier Fargue est né le 25 janvier 1982 à Dax. Il est le fils unique de Daniel, qu'il a élevé seul. Pendant toute son enfance, il voit très peu son père. Couvé par sa mère, il mène une vie heureuse et équilibrée. C'est un garçon qui s'est très vite pris en charge. Il était autonome. Et je n'ai pas eu beaucoup de problèmes avec lui, surtout sur le plan scolaire. Olivier a toujours aimé l'école. Jacqueline Brabant était son professeur de physique au collège. Elle garde le souvenir d'un élève intelligent et farceur. Il était brillant,
Et quand je posais une question en classe, la réponse fusait tout de suite. Et les autres étaient très contents parce qu'évidemment, ils attendaient qu'Olivier réponde. Et je lui ai dit à la fin d'un cours, je lui ai demandé s'il pouvait répondre, attendre un peu pour répondre. Et puis le cours suivant, j'ai regardé et ça m'a paru bizarre, il avait du scotch sur la bouche. On s'est regardé et on s'est mis à rire. C'était un élève charmant et intéressant. Enfant épanoui, il s'implique dans la vie de l'école et aime être sur le devant de la scène. Olivier était délégué des élèves, donc ça veut dire qu'il était volontaire et en même temps ça veut dire que ses petits copains l'ont élu. Je pense qu'Olivier aimait bien fédérer, je pense qu'il aimait bien être le leader quelque part, prendre des responsabilités, essayer de prendre des directives. Je pense qu'il avait un petit peu ça dans le sang quand même. Après son bac, le jeune homme choisit d'intégrer une classe préparatoire Maths Sup Maths Spé. Mais ses ambitions et son sérieux ne l'empêchent pas de profiter de la vie. Il avait un petit côté beau parleur. Il avait un certain succès auprès des filles, il faut le reconnaître. Et du fait que justement il était bon vivant, effectivement, c'est quelque chose qui passait assez bien. Il avait d'assez bons contacts avec la gente féminine de manière générale. Jeanne Rivière a été la petite amie d'Olivier pendant ses années de prépa. Elle se souvient d'un garçon volontaire et séduisant. Elle a essayé de me faire la cour, et alors que moi j'étais avec quelqu'un depuis très longtemps, et puis finalement ça a fini par payer, donc finalement ça valait peut-être la peine. On a été un certain temps ensemble et on peut dire qu'il l'a mérité, enfin en tout cas qu'il l'a cherché un certain temps. À l'issue de sa classe préparatoire, le jeune homme réussit à intégrer la prestigieuse école d'ingénieurs de Poitiers, l'ANSMA. Il était heureux parce qu'il avait atteint son but, il avait réussi ses concours, il partait dans une école qu'il avait choisie. Il a toujours eu les idées claires pour savoir ce qu'il voulait faire. Hein, c'était acquis avant le bac même. Il savait qu'il voulait faire Maths Sup, Maths Spé et une école d'ingénieur dans l'aéronautique. Et au mois de septembre, il est parti avec sa voiture, avec un vélo, pour pouvoir faire ses trajets domicile ANSMA en vélo. Il était très très heureux. Olivier vit son arrivée à Poitiers comme une libération. Après des années de compétition en classe préparatoire, l'étudiant respire enfin. Il rencontre de nouveaux camarades. Loin du regard parental, un vent de liberté semble souffler sur le campus. On ratait quasiment jamais une soirée. Enfin, en tout cas, sur les 6 premiers mois, on a raté une maxi, quoi. Et il se lâchait le temps d'un soir, mais le reste du temps, c'était quelqu'un de sérieux. Olivier s'intègre très bien dans son nouvel établissement. Il se fait de nombreux amis qui apprennent à composer avec son fort caractère. Il est énervé, effectivement, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas embêter, il ne faut surtout pas lui chercher des crosses. Parce que personne ne l'a jamais vu réagir violemment, mais effectivement, il faisait clairement comprendre qu'il fallait le laisser tranquille, qu'il ne fallait pas le provoquer. En parole, c'est vrai qu'il montait assez vite. Et contrairement à moi d'ailleurs, il redescendait tout aussi vite. Olivier est une forte personnalité avec un physique de sportif. Le jeune Eurasien ne passe pas inaperçu. Il était très costaud, il était assez bodybuildé, quoi. Il avait des gros bras, il était très musclé, quoi. Mais c'est un dur au cœur tendre qui entretient une relation fusionnelle avec sa mère, pour qui il est toujours aux petits soins. Il a toujours été très très affectueux. Si Olivier sortait avec des amis, il nous ramenait un bouquet de fleurs. C'est pour ça que lorsqu'il est parti à Poitiers, je lui dis, tu sais Olivier, c'est peut-être pas la peine que tu m'appelles tous les soirs. Je sais que tu as ta vie, je sais que tu as tes amis, mais il a continué. Il a continué et c'est pour ça que le 3 mars, je ne l'ai pas eu au téléphone, je ne l'ai pas eu plus tard et c'est là que je me suis inquiétée. À l'adolescence, Olivier s'est rapproché de son père, dont il n'a jamais partagé le quotidien. En quelques années, ils ont réussi à construire une relation solide, pleine de promesses pour l'avenir. C'est d'autant plus insupportable que j'ai coutume de dire que si Olivier est entré un peu tard dans ma vie, il y avait pris une place très importante et plus grande même peut-être qu'on ne pouvait l'imaginer, dans la mesure où quelque part il y avait ce désir inconscient de rattraper le temps perdu, mais mutuellement je pense. Je ne pouvais pas imaginer que cet élan serait brisé dans ces circonstances-là. Olivier Fargue, c'est un garçon bien, il fait de bonnes études dans une école très réputée, il a des amis. On a le sentiment, Jean-Marc, que c'est une victime sans histoire. Je le répète souvent,
Mais des victimes sans histoire, ça n'existe pas. Quand on mène une enquête policière, on découvre forcément des choses. Il y a obligatoirement dans sa biographie des éléments intéressants. Tous les témoignages sur sa personnalité sont très élogieux. Ses camarades font le portrait d'un jeune homme dynamique et très sympathique. Quand on a un pote assassiné, on le décrit toujours comme un ange. Les aspérités des caractères sont gommées, les témoins n'osent jamais vraiment dire ce qu'ils savent et ce qu'ils pensent. Les flics doivent aller au-delà des premières réponses de circonstances forcément positives. Olivier n'est pas originaire de Poitiers, il vient d'Orthez, dans le Béarn. Est-ce que ce déracinement doit être pris en compte? Évidemment que c'est important. Il a fait sa rentrée il y a 6 mois. Pour la première fois, il vit loin de sa famille. Et il jouit d'une autonomie et d'une liberté totale. Pour ce garçon très fusionnel avec sa mère, c'est une nouvelle donne qui peut avoir créé une forme de déséquilibre. Oui, mais Olivier ne vit pas tout seul. Il habite dans une résidence étudiante près de ses camarades de l'ANSMA. Justement, quand on est étudiant, surtout en première année, on connaît plein de monde, mais on est vraiment proche de personne. Les relations peuvent rester superficielles. Olivier avait peut-être une vie, des secrets, des tracas dont ses camarades de promo n'avaient pas idée. Est-ce que la vie étudiante n'est pas un monde où finalement les jeunes sont en position de vulnérabilité? C'est une période de la vie où on expérimente, on fait des conneries, on se lance des défis. Sans en avoir conscience, on se met en danger. On est influençable, on va chez des personnes qu'on ne connaît pas, on tombe raide dingue amoureux et on est excessif en tout. Olivier a intégré l'ANSMA après 3 années très exigeantes en prépa maths sup. Il en a peut-être marre d'être sérieux, il a certainement besoin de se lâcher. Et c'est bien naturel. En plus, on découvre qu'Olivier, c'est pas le dernier pour faire la fiesta. À Poitiers, il s'autorise des distractions, il est dans une phase de relâchement et donc forcément, sa vigilance baisse à tous les niveaux. Il a pu prendre des risques qu'il n'a pas mesurés. L'annonce de la mort violente de l'étudiant soulève incompréhension et indignation. Les premières constatations sur la scène de découverte de son corps sont cruciales pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Le jeudi 11 mars 2004, à 9h, la police technique et scientifique investit le terrain situé en face de l'Institut médico-éducatif Pierre Garnier, à Mignaloux-Beauvoir. Un périmètre de sécurité est établi. Les policiers procèdent à l'ouverture des 2 sacs poubelles contenant le corps de la victime. Ils sont solidement reliés l'un à l'autre par un ruban adhésif de couleur grise. Denis Frétier, journaliste à la Nouvelle République, a suivi l'affaire dès ses débuts. Olivier Fargue est découvert les mains et le corps repliés sur ses jambes, donc en position de chien de fusil. La victime est torse nu. Elle ne porte plus que son jean, ses chaussettes et son slip. Autour de son cou, une chaîne avec une croix en pendentif. À sa main gauche, une chevalière. Sur le cadavre et les sacs poubelles, les techniciens de scène de crime prélèvent des éléments pileux, des fibres et du sang. Le corps est ensuite examiné par le médecin légiste. La victime a reçu plusieurs coups sur le crâne, particulièrement violents. Le docteur Bernard Marc n'a pas travaillé sur cette affaire, mais a accepté de nous éclairer sur ce type de blessure. Alors les plaies crâniennes sont des plaies qui saignent énormément. Il n'est pas rare d'avoir une perte d'un demi-litre à 1 litre de sang sur autant de plaies crâniennes. Donc il est très probable qu'il y ait eu une perte sanguine importante. Selon les premières constatations, les coups portés à la victime ont forcément entraîné une hémorragie massive. Pourtant, il y a très peu de sang autour du corps d'Olivier Fargue. C'est donc que le meurtre a eu lieu ailleurs. Les enquêteurs découvrent rapidement que l'endroit effectivement où est découvert Olivier Fargue n'est pas la scène du crime. Pour Maître Bellegarde, l'avocat des parents d'Olivier, il est évident que le corps a été déplacé. Il paraît quasiment inimaginable que le ou les auteurs de cet acte aient pu laisser le corps d'Olivier sur place, aient été chercher des sacs poubelles, de quoi l'emballer et procéder à tout cela dans ce parc. Le fait d'avoir mis le corps d'Olivier Fargue en chien de fusil dans des sacs poubelles laisse forcément penser qu'on l'a transporté et on l'a déposé là. D'autant plus qu'il n'y a effectivement pas eu de traces de lutte sur place. Le cadavre est en état de décomposition. Le décès remonte donc à plusieurs jours. Mais le légiste ne peut pas précisément dater la mort. Les enquêteurs de la police judiciaire cherchent alors à déterminer depuis combien de temps le cadavre se trouve devant l'Institut. Depuis le début de la semaine, depuis le lundi, en fait, il y a
énormément de personnes, d'enfants qui sont passés devant l'établissement, parce que nous sommes là avec 2 établissements, l'IME Pierre Garnier et les Réa. Donc énormément d'enfants, énormément de personnes, d'enseignants sont passés devant ces poches poubelles sans du tout pouvoir imaginer que c'était un corps qui se trouvait là à ce moment-là. Les témoignages permettent d'établir que le corps a été vu sur place depuis au moins 4 jours. Mais il est fort possible qu'il ait été déposé auparavant. Le corps a pu être déposé pendant les vacances ou la nuit. De toute façon, c'est un coin qui est désert. A fortiori pendant les vacances. La nuit, écoutez, quand on n'est pas là, que l'internat est fermé, rien ne se passe, tout est éteint. Enfin, il n'y a aucune raison de venir jusque-là. Près du corps, les policiers saisissent un gant en latex. Ils recherchent ensuite l'arme du crime, sans succès. Ils s'intéressent tout particulièrement à des traces qui pourraient les aider à comprendre ce qu'il s'est passé. Je sais qu'effectivement, il y a eu une trace de pneu qui a été découverte, que des empreintes ont été prises. On sait que ce n'est pas les pneus de la voiture d'Olivier, puisque sa voiture est restée garée sur le parking, c'était une Ford. Les enquêteurs s'orientent vers une enquête complexe. Sur un corps qui a été transporté, il y a donc 3 scènes de crime. L'endroit où le crime a été commis, le moyen qui a été utilisé pour le transporter, qui peut être tout à fait variable, du coffre d'une voiture à un transport manuel, et le 3e endroit où le corps est découvert, c'est la scène ultime. Pour l'instant, les hommes de la PJ ne connaissent que le lieu où a été déposé le corps. Ils se demandent pourquoi le tueur a choisi cet endroit. Gérard Lopez, psychiatre, apporte un début de réponse. Un corps mort, c'est très lourd, très encombrant, et on s'en débarrasse dans un endroit où on pense qu'on pourra faire les choses sans être repéré. Alors si on connaît l'environnement, on choisit un endroit qu'on connaît. Si on ne connaît pas l'environnement, on avance avec sa voiture, on cherche un endroit, on est très angoissé, très stressé, et on s'en débarrasse le plus vite possible, on disparaît. Hasard ou coïncidence, ce lieu semble particulièrement bien choisi pour déposer un corps sans être vu. C'est un endroit peu fréquenté où la végétation permet d'agir à l'abri des regards. De plus, l'accès immédiat à la voie rapide permet de quitter les lieux très vite. Nous sommes sur le lieu où a été découvert le cadavre d'Olivier, mais ce n'est pas là qu'il a été tué. C'est une scène de découverte de corps et non une scène de crime. Qu'est-ce que ça change pour les enquêteurs? Il y a forcément moins d'indices pour déterminer le scénario du crime en lui-même. Ce lieu nous permet uniquement de réfléchir à la façon dont l'auteur a géré l'après-meurtre, comment il a choisi de disposer du corps de sa victime. Selon vous, Jean-Marc, pourquoi cet endroit situé à la sortie sud-est de Poitiers a-t-il été choisi? C'est un lieu tranquille, isolé des regards. Pour y accéder, on quitte la route de Chauvigny pour prendre un petit chemin qui finit en cul-de-sac. Il ne s'agit pas d'une zone résidentielle. Autour de nous, il n'y a que des établissements scolaires. La première fois que le sac poubelle est aperçu par un témoin, c'est le lundi 8 mars, jour de la rentrée scolaire, après les vacances d'hiver. C'est donc qu'il a été déposé pendant les vacances. L'auteur a choisi cet endroit parce qu'il le connaissait et il savait que les écoles étaient vides. En plus, j'imagine qu'il est venu de nuit pour ne pas être repéré. Il multiplie les précautions pour ne pas se faire gauler. D'ailleurs, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de témoin. Ce n'est pas parce qu'aucune information n'est remontée jusqu'à la police que personne n'a rien vu. Il y a peut-être à Poitiers un témoin qui s'ignore, qui n'aurait pas fait le lien entre ce qu'il a vu par ici et le meurtre d'Olivier. En effet, plusieurs jours se sont écoulés entre la dépose du corps et la révélation du crime dans les médias. Comment l'auteur a-t-il pu avoir connaissance de ce lieu? C'est là toute la question pour les enquêteurs. Soit il a fréquenté un des établissements scolaires, soit il habite tout près. Il y a notamment une importante résidence universitaire dans ce secteur. Il y a 1000 bonnes raisons de connaître cet endroit. Une chose est sûre, il y est déjà venu. Les techniciens de scène de crime font de nombreux relevés de traces de pneus, mais leur exploitation n'a pas permis de déterminer quel type de véhicule a pu être utilisé pour venir sur place. C'est dommage que ça n'ait rien donné. Pour moi, l'auteur est forcément venu en voiture. On n'arrive pas jusqu'ici à pied avec un cadavre sur le dos. En plus, le fait que le corps ait été plié en deux me fait penser qu'il l'a été pour pouvoir entrer dans un coffre de voiture. Un homme a-t-il pu seul sortir d'un coffre le cadavre d'Olivier, qui pèse près de 75 kilos, et le porter ensuite sur quelques mètres? Un homme fort peut y parvenir. Mais il y a un détail qui me fait penser qu'ils sont au moins deux. Les sacs poubelles qui entourent le cadavre sont intacts. Ils ne sont absolument pas abîmés. Un homme seul, même très balèze, aurait peiné et aurait déchiré ce linceul en plastique en le manipulant.
Le gant à latex retrouvé près du corps ne livre malheureusement pas d'ADN. Pensez-vous qu'il soit en lien avec cette affaire? Ça serait une drôle de coïncidence qu'il ne soit pas lié au meurtre. On n'a aucune empreinte digitale sur le sac. C'est donc que des gants ont été utilisés. Mais pas de chance. Celui qui est retrouvé n'a pas été porté, il a dû tomber d'une poche. Pourquoi le ou les auteurs ont-ils pris la peine de retirer sa chemise à Olivier? La chemise, c'est vrai que c'est étrange, Arnaud. Peut-être qu'ils l'ont enlevée parce qu'ils craignaient d'y avoir laissé des traces biologiques permettant de remonter jusqu'à eux, tout bêtement parce qu'ils l'ont touché à main nue. Ils ont également retiré à Olivier ses chaussures. Sur les semelles, il pouvait y avoir quelque chose permettant de remonter jusqu'au lieu du crime. Style terre, boue, je ne sais quoi. Mais c'est sans doute plus pragmatique que ça. C'était plus simple de le déchausser pour le mettre dans les sacs et ainsi éviter que le plastique ne craque, ne se déchire pendant le transport. La montre, la gourmette en argent massif, le téléphone portable et le portefeuille d'Olivier ont disparu. Que pouvez-vous en déduire? On pourrait penser que c'est pour retarder son identification. Mais ils lui ont laissé sa chevalière avec ses initiales. Donc pour moi, ça relève plus du vol. J'ai tendance à croire que ce serait le mobile du meurtre. Mais attention, pas de précipitation à ce stade de l'enquête, il s'agit que d'une intuition. Le corps d'Olivier Fargue est transporté au CHU de Poitiers pour être autopsié. Il faut déterminer quelles sont les causes de sa mort, quelle arme a pu être utilisée et essayer de comprendre comment s'est déroulé le meurtre. Le corps d'Olivier Fargue est autopsié le jeudi 12 mars. Lors de l'examen externe, le médecin légiste constate la présence de plusieurs ecchymoses sur le visage de la victime. Le crâne porte les traces de nombreux coups, mais aucune lésion de défense n'est visible. Le médecin en déduit qu'Olivier n'a pas été tué lors d'une bagarre. Si les coups avaient été portés dans une rixe, ils auraient été forcément à des endroits différents. Donc on aurait tout à fait autre chose. On aurait des plaies de défense, des lésions de défense, le bras porté en avant pour se protéger par exemple. Or là, les coups sont très groupés. Donc il s'agit bien de quelqu'un qui a reçu les coups dans l'impossibilité de se défendre. Et bien évidemment, s'il est dans l'impossibilité de se défendre, on ne retrouvera pas ces plaies de défense. Il faut ensuite chercher à déterminer la cause du décès. D'après le médecin légiste, l'autopsie fait apparaître qu'Olivier Fargue a reçu 14 coups d'une extrême violence à la tête, uniquement à la tête. Donc ce ne sont pas des coups désorganisés. Il a reçu des coups au cou, à la nuque, et surtout le coup fatal, qui lui a été fatal, dans la boîte crânienne. Coup d'une violence indicible, puisque d'expérience de policier, certains n'avaient jamais vu justement une telle violence. Le nombre et les caractéristiques des plaies donnent aux enquêteurs des indications précieuses. L'accumulation de coups au même endroit, portés en même temps, quelquefois se recoupant les uns les autres, va traduire plus un acharnement qu'une préparation méthodique et un choix d'une zone particulière anatomique pour porter les coups. Olivier Fargue a été frappé à mort. Un des coups, particulièrement violent, a provoqué une fracture du crâne. Mais quelle arme le tueur a-t-il utilisée? La différence donc des lésions observées, certaines occasionnant des plaies qui ont saigné, qui sont des plaies du cuir chevelu, et un autre impact beaucoup plus important qui a occasionné un traumatisme crânien avec une fracture et un enfoncement, fait pencher vers deux types d'objets différents. Probablement un objet qui a laissé avec une arête des traits beaucoup plus nets, et un deuxième qui devait être beaucoup plus contondant, c'est-à-dire lourd. Ça peut être un marteau, ça peut être une batte de baseball, ça peut être ce genre de choses qui va pouvoir occasionner à ce moment-là une fracture et des lésions beaucoup plus importantes. Il se peut donc qu'il y ait eu deux armes, une pour blesser et une seconde pour tuer, mais rien n'est sûr. La deuxième hypothèse, c'est que les coups tombent régulièrement au même endroit et occasionnent des fractures. À ce moment-là, on va avoir observé des micro-fissurations, puis une fracture. L'autopsie va apporter une autre information très importante. Les analyses toxicologiques permettent de mettre en évidence l'état d'ébriété dans lequel était Olivier au moment des faits. Au moment de la découverte du corps, le taux d'alcoolémie qui va être relevé par le médecin légiste est de 1,26 g par litre de sang. Ce taux d'alcoolémie montre l'état de vulnérabilité d'Olivier. Pourquoi n'a-t-il pas cherché à se défendre?
peut-être parce qu'il n'était pas en situation de le faire. Peut-être que les stigmates de la fête ou ne l'ont pas laissé suffisamment conscient de l'agression dont il faisait l'objet pour être en situation de se défendre. À la fin de l'autopsie, une question cruciale demeure. Quand Olivier est-il mort? Le médecin ne parvient pas à déterminer une date avec précision. Des larves et des insectes présents sur le cadavre sont envoyés pour expertise à un entomologiste de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Les sacs poubelles, le scotch et les vêtements de la victime sont transmis à un laboratoire d'expertise génétique. Les enquêteurs attendent les résultats de toutes ces analyses avec impatience. De traces ADN vont être isolées sur le ruban adhésif et sur les chaussettes d'Olivier Fargue. Et les enquêteurs sont confrontés, là, en l'occurrence, à un ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial est un ADN partiel qui ne permet pas d'identifier formellement un suspect. Avec si peu d'éléments matériels recueillis, l'enquête sur le meurtre d'Olivier Fargue s'annonce particulièrement difficile. Olivier est donc mort des suites des 14 coups qui lui ont été portés à l'arrière du crâne. Qu'est-ce que cette information nous permet de comprendre du meurtre? C'est une explosion de violence, une attaque éclair. L'auteur est dans une véritable rage meurtrière. Les 14 coups ont tous été portés à l'arrière de la tête. Olivier est de dos, il n'a rien vu venir. La preuve, il ne présente pas de plaie de défense, il n'a pas cherché à parer les coups. Jean-Marc, selon vous, quelle a pu être l'arme du crime? On est dans un cas où ce que l'on appelle une arme par destination a été utilisée. Un objet du quotidien a été détourné de son usage originel pour tuer. Vous imaginez l'univers des possibles. Là, on pense évidemment à une barre de fer, mais ça peut être plein d'autres choses. Le crâne présente une fracture. Selon le légiste, elle peut avoir été causée par l'accumulation des coups, mais elle peut aussi être la conséquence de l'impact d'une seconde arme plus lourde. Qu'en pensez-vous? S'il y a deux armes différentes, alors il y a deux auteurs. Car dans une attaque éclair comme celle-ci, on ne prend pas le temps de changer d'arme. Mais pour identifier les tueurs, ça va pas être simple. Il y avait un peu d'espoir sur le cheveu retrouvé dans le sac poubelle, mais ça n'a rien donné. L'autopsie nous apprend qu'Olivier avait 1,26 g d'alcool par litre de sang, ce qui correspond à la consommation de près d'1 litre de vin ou de 7 demi de bière. Attention, ce taux d'alcool est celui présent dans son sang au moment où il décède. Qui sait s'il n'a pas été plus ivre encore au cours de la soirée qui a précédé son meurtre? Est-ce qu'il faut tenir compte de cette ivresse dans l'appréciation que l'on se fait du crime? Ivre, Olivier est très vulnérable. Et les jeunes types, quand ils ont quelques grammes dans la cuve, ils ne mesurent plus du tout le danger et adoptent des comportements à risque. L'alcool désinhibe, ça rend souvent agressif. Du coup, Olivier était une proie facile. Il faut remonter le temps pour découvrir comment se sont déroulées la dernière journée de la victime et sa dernière soirée particulièrement arrosée. Il faut entendre les personnes qui l'ont croisé ce jour-là et surtout déterminer si un incident particulier est survenu. Le jour de la disparition d'Olivier n'est pas un jour comme les autres. Ce 3 mars 2004, il y a à l'ANSMA une grande effervescence, car les étudiants sont appelés à voter pour élire le bureau des élèves. Il y a toujours deux équipes. Et c'est une vraie campagne électorale. Donc après 2 mois de campagne intense et après la coupure des vacances. Donc c'est là, dans ce contexte-là, qu'a lieu l'élection. Pour Olivier, l'enjeu est important car il se présente sur la liste des Bratislassos. Avec ses amis, cela fait 2 mois qu'il mène campagne contre la liste de la Sauciflard. Olivier était un battant, il fallait qu'il gagne. Il faisait partie du conseil d'administration de l'ANSMA et ça ne lui suffisait pas. Après les cours du matin, le jeune homme va faire du sport. Puis il attend le scrutin avec confiance. Il prévoit même déjà de quoi fêter la victoire. Olivier Fargue, et cela semble établi, a acheté ce jour-là, dans l'après-midi, une bouteille de gin agrémentée de soda. En fin d'après-midi, les étudiants votent. Olivier a hâte de connaître les résultats. Pour patienter, il décide d'aller jouer au basket. Pendant ce temps-là, ses copains participent au dépouillement. Donc celle d'Olivier était annoncée favorite et à la surprise générale, c'est l'autre liste qui a gagné. On a perdu pour 12 voix, ce qui est très très peu. Parce que globalement, je trouve on trouvait tous qu'on avait été meilleurs. Mais bon, l'autre équipe avait envoyé une stripteaseuse à la grosse soirée. Ça, on ne pouvait pas lutter. À 19 h, comme convenu, Olivier Fargue retrouve ses colistiers au restaurant universitaire. Il apprend alors avec stupéfaction la victoire de la liste concurrente.
Là, il a subi un échec. Peut-être que c'était le premier échec de sa vie, enfin, petit échec à mes yeux, mais pour lui qui n'en avait pas connu dans ce domaine-là, certainement une très très grosse déception. Malgré sa défaite, le petit groupe de copains décide de passer la soirée ensemble. Après le dîner, Olivier rentre chez lui pour se changer. Dans une bouteille en plastique, il se prépare un cocktail à base de gin et de soda. À 20h30, il se rend à vélo chez son ami Romain, qui a un appartement sur le campus. Il y retrouve une ex-petite amie que nous appellerons Caroline. La séparation des deux étudiants est encore toute récente. Donc son ami avait rompu quelque temps plus tôt. Et même s'il m'en avait pas parlé directement, effectivement, j'avais su qu'il l'avait assez mal digéré quand même. Il trouvait qu'il avait été bon amant, et il comprenait pas s'être fait plaquer. Pour Caroline, sa courte aventure avec Olivier est vraiment de l'histoire ancienne. Elle s'amuse même ouvertement pendant la soirée à annoter les photos des garçons dans le trombinoscope de l'école. C'était l'annuaire des élèves, donc il y avait la photo de chacun. Il y en a qui sont amusés à mettre des remarques ou des surnoms ou autres à chaque personne. Et il y avait par exemple écrit genre un tel il est beau, un tel il est pas beau. Sous sa photo, Olivier découvre un commentaire peu élogieux. Il est très vexé. Et comme il a déjà beaucoup bu, il a du mal à cacher son mécontentement. Le fait que ce soit son ex qui l'a écrit, c'était plus vexant encore. C'est vrai qu'il était plutôt déçu de l'élection, il y avait sa rupture, et ça, c'est un truc qui s'ajoute à l'autre, et à la fin on a l'impression d'être une victime. Excédé, Olivier boit verre sur verre. Plus l'alcool le grise, plus la colère monte. Ses amis commencent à se lasser de sa mauvaise humeur. Vers 23h, tout le monde décide de partir en voiture en direction du centre-ville. Olivier suit le groupe. Il est tellement ivre qu'il oublie de prendre son blouson et ses clés. Moi j'étais dans la voiture avec lui quand on est à Poitiers, il n'arrêtait pas de parler, il était énervé. Allez, calme-toi. 15 minutes plus tard, les jeunes arrivent dans un café du quartier historique de Poitiers. Les étudiants et Olivier Farc donc rentrent au pilori. Tous sont déjà plus ou moins bu. Mais Olivier Farc ne va pas rester longtemps dans l'établissement. Il est parti sur un coup de tête, genre il a dit moi j'en ai marre, cette soirée est nulle, et il est parti, quoi. Là quand il est parti, c'était plus ok, on va pouvoir passer la soirée un peu plus tranquillement pendant qu'il se calme. Les étudiants en ont marre de l'agressivité d'Olivier. Le professeur Philippe Battel est psychiatre, addictologue. Il connaît bien le fonctionnement des groupes de jeunes alcoolisés. L'idée tout à fait bienveillante, festive, qui est revendiquée en permanence dans les soirées étudiantes, c'est on fait la fête ensemble. Donc celui qui a l'alcool mauvais, a priori, on va le rejeter. Et on va dire, celui-là, il n'est pas drôle et on va l'exclure du groupe. Tu sais pas faire la fête. Personne ne cherche à retenir Olivier. Le jeune homme sort du café. Il est près de 23h15. Il fait froid et nuit noire. Il était en basket, en jean, en chemise, bref, des vêtements qui n'étaient peut-être pas forcément appropriés à la température qui régnait ce soir-là. Il avait sa montre, il avait une chaîne en argent avec des maillots un petit peu épais. Et assorti à la chaîne, il avait la gourmette à son prénom. Et il avait ses papiers, sa carte bleue. Vers 1h30 du matin, les étudiants sortent du pilori. Ils s'étonnent qu'Olivier ne soit pas dans les parages. Ils cherchent en vain à le joindre sur son téléphone. Ils font ensuite un tour du quartier en voiture pour tenter de le retrouver. Mais le jeune homme a disparu. Ses camarades rentrent alors chez eux. Ils ont légitimement pensé que peut-être quelqu'un d'autre l'avait ramené, ou que peut-être, il était parti, enfin bon bref, rien qui permette à des adolescents de 20 ans de s'inquiéter au point de lancer un avis de recherche tout de suite. L'accumulation des déceptions et des frustrations a mis Olivier de bien mauvaise humeur. Et au fil des heures, l'alcool n'a fait qu'exacerber son mal-être.
L'étudiant, habituellement affable et joyeux, se transforme en un jeune homme agressif et susceptible. Son attitude l'isole peu à peu du reste du groupe. Ses amis, lassés de ses mouvements d'humeur, cessent de lui prêter attention. Seul dans sa colère, Olivier part dans la nuit dans une ville qu'il connaît mal. Quelles sont alors ses intentions? Où veut-il aller? Qui a-t-il pu croiser? Pour répondre à ces questions, il est indispensable de retracer son parcours cette nuit du 2 au 3 mars 2004. Il faut suivre pas à pas les errances de ce jeune homme que l'ivresse a rendu particulièrement vulnérable. 23h15. Olivier sort seul du café Le Pilori, situé place de la Liberté, en plein centre de Poitiers. Au départ, il sort prendre l'air. Enfin, c'est du moins ce que pensent ses étudiants. C'est pour ça qu'ils ne sont pas inquiets outre mesure. Ensuite, effectivement, il disparaît. Personne ne sait exactement quelle direction le jeune homme a prise. Et personne ne sait ce qu'il comptait faire, après avoir faussé compagnie à ses amis. Est-ce qu'il a marché pour se dégriser, pour déstresser, décompresser, avec l'idée peut-être de revenir? Je n'ai pas d'idée. Le quartier historique est plein de petites ruelles sinueuses et étroites. Les enquêteurs cherchent à établir quel chemin Olivier a pu suivre. Ils vont recueillir 2 témoignages très importants. Les policiers vont avoir l'itinéraire, son parcours jusqu'à la porte de Paris grâce à différents témoins qui, ce soir-là, vont confirmer l'avoir croisé sur ce parcours. Une fois à 23h20 par un premier groupe d'étudiants au niveau de la rue de Champagne. Et ensuite, une seconde fois devant l'arrêt de bus à hauteur du pont de l'intendant Lenain. L'automobiliste qui a vu Olivier se souvient très bien du jeune homme, en bras de chemise, alors qu'il faisait moins 4 degrés. Il précise qu'il était alors 23h45. Les policiers savent maintenant que la victime a mis 30 minutes pour aller du Pilori à l'arrêt de bus. Une demi-heure pour faire 1 kilomètre. Rien d'étonnant, vu son fort état d'ébriété. Le trajet suivi par Olivier donne l'impression qu'il avait l'intention de rentrer chez lui en bus. Mais à 23h45, il n'y en a plus. Le quartier de la Porte de Paris est désert. Le jeune homme ne doit plus savoir quoi faire. Quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, on est une cible très fragile. On ne connaît pas les codes de la ville, les choses, les quartiers mauvais, machin, on ne sait rien. Plus aucun témoin ne verra Olivier. Personne ne sait ce qu'il a fait quand il a compris que les bus ne circulaient plus. Seule certitude, il téléphone à minuit 6 à son amie Aurélie. La jeune femme qui vit à Pau ne répond pas. Olivier lui laisse un message, des plus inquiétants. Il lui a dit « Je viens de me faire arrêter. Je suis à la gare. Et j'ai besoin d'aide. Aide-moi. » Cet appel au secours est le dernier signe de vie d'Olivier. Mais Aurélie ne l'écoute qu'à son réveil, le lendemain matin. Malheureusement, elle ne sauvegarde pas le message. Le contenu du message n'a jamais été entendu par la police, ni même par moi-même, mais rapporté par Aurélie. La jeune fille va donc puiser dans ses souvenirs pour tenter d'apporter des éléments utiles à l'enquête. D'après ce qu'elle m'a expliqué, Olivier avait une voix angoissée et on avait un petit peu de mal à reconnaître sa voix parce que elle m'a dit où il parlait trop près de son téléphone, où il avait quelque chose dans la bouche parce que sa voix était assez méconnaissable. Aurélie ne se souvient pas précisément du contenu du message, mais elle est sûre d'avoir entendu le mot « arrêter ». Daniel et moi, nous avons beaucoup fait de grandes suppositions. C'est que quand on se fait agresser, on ne dit pas arrêter. Bon. Donc on se dit qu'il y a eu quelque chose d'officiel là-dedans. Il était en état d'ébriété, il errait du côté de la gare. Peut-être a-t-il été interpellé par les services de police et mis en cellule de dégrisement, une procédure tout à fait classique. Les services d'enquête vérifieront et ils ne trouveront aucune trace dans les registres de cette interpellation. Aurélie se souvient aussi qu'Olivier a dit qu'il était à la gare. Et la question qui s'est posée a été de savoir si, dans l'état dans lequel il se trouvait, il n'a pas décidé de quitter la région de Poitiers et de prendre un train. Mais très vite, l'enquête va révéler que l'appel d'Olivier a été émis dans le secteur de la place Jean de Berry. Grâce au relais,
On a pu, effectivement, la police a pu retrouver le lieu où se trouvait Olivier, donc au moment du message. Il semblerait donc que le jeune homme ne soit jamais allé à la gare. Sur la place Jean de Berry, il y a un pont de chemin de fer. Olivier a dû voir les rails et confondre les quartiers. Que lui est-il arrivé entre 23h45, heure à laquelle il est aperçu près de l'arrêt de bus, et minuit 6, heure de son dernier appel? Alors qu'il cherche sans succès à répondre à cette question, les policiers font une nouvelle découverte. À 5h20 très précisément, on tente de faire des retraits frauduleux à l'aide de sa carte bancaire à un distributeur automatique au quartier de la Porte de Paris. Il était question d'une somme de 250 €. Ils essayent une fois échec, ils essayent deux fois échec. Le DAB, distributeur automatique de billets, situé place Jean de Berry, est tout près de l'arrêt de bus. En l'absence de caméras de surveillance sur celui-ci, il est impossible de savoir qui a utilisé la carte bancaire. Et où se trouve alors Olivier? Au moment du retrait, on peut penser effectivement qu'il est encore en vie. Une seule certitude, un retrait d'argent aussi important n'est pas dans les habitudes d'Olivier. Jean-Marc, derrière nous se trouve la Porte de Paris, un lieu clé de l'affaire Fargue, puisque c'est là que l'on retrouve les dernières traces de vie de la victime. À 23h45, un témoin aperçoit Olivier à l'arrêt de bus. Mais à cette heure tardive, le service est fini. Le jeune homme est saoul. Il est seul et en bas de chemise, ce qui laisse apparaître sa gourmette et sa belle montre. La joncaille, ça attire les convoitises. Dans la nuit, Olivier est une proie idéale. Selon vous, que s'est-il passé à ce moment-là? Il a peut-être fait du stop pour rentrer chez lui. Il serait monté dans une voiture dont les occupants avaient l'intention de le dépouiller. Ou bien il s'est fait agresser et embarquer de force. Rappelez-vous, l'autopsie a montré qu'il avait des contusions sur le visage. À minuit 6, Olivier laisse un message à son amie Aurélie. Pourquoi cet appel? Les choses tournent mal. Olivier compose le premier numéro de son répertoire. Il panique, il n'y a aucune logique à appeler une copine qui habite à des centaines de kilomètres. C'est pas elle qui pourra le sortir du pétrin. C'est donc qu'il manipule son portable le plus vite possible et en cachette. Ensuite, silence radio, Olivier ne passe plus aucun appel. Ses agresseurs ont dû lui prendre son GSM et l'éteindre. C'est sans doute à partir de ce moment-là que les choses ont dérapé sérieusement. Hélas, ce message n'a pas été conservé. C'est dommage que les enquêteurs n'aient pas pu l'exploiter. Oui, parce que des experts acousticiens auraient pu déterminer exactement son contenu. Aurélie ne l'a pas archivé car elle n'en a pas mesuré la gravité. Pour elle, c'était un message sans importance, laissé par un copain bourré au milieu de la nuit. La preuve, c'est qu'elle ne le rappelle pas le lendemain. Au moment où il passe cet appel, Olivier est toujours dans ce secteur de la place Jean de Berry. Est-ce qu'il a été tué ici? On n'en sait rien. À notre connaissance, aucune trace de sang, aucun indice n'a été retrouvé aux alentours. Mais par contre, on sait qu'à 5h20, il y a eu 2 tentatives de retrait d'argent avec sa carte bleue dans le DAB qui se trouve sur la place, derrière nous. L'appel au secours à minuit 6, les tentatives de retrait au petit matin. Que s'est-il passé dans cet intervalle de 5 heures? Je pense qu'Olivier et ses agresseurs ne sont pas partis bien loin. Ils l'ont emmené dans un petit coin tranquille ou dans une maison. C'est là qu'il a été tabassé. Pour quelle raison l'agression vire-t-elle au meurtre? À mon avis, Olivier a refusé de communiquer le code de sa carte bleue à ses agresseurs. Enragés, de voleurs, ils sont devenus tueurs. Il faut toujours donner son code secret. Les assurances remboursent en cas d'agression. On ne gagne rien à jouer les gros bras. Pourquoi les tentatives de retrait sont-elles effectuées dans le distributeur de la place Jean de Berry? Ils n'ont pas dû s'éloigner beaucoup de cette place. Ils y reviennent parce qu'ils savent que le DAB n'est pas équipé de caméras de vidéosurveillance. Et en 2004, ça commence à être rare. Après 2 essais, ils abandonnent, de peur que la carte soit avalée avec leur empreinte dessus. Une question cruciale se pose toujours. À quelle heure Olivier est-il tombé sous les coups? La découverte tardive de son cadavre rend difficile la datation de sa mort, mais les experts vont tout faire pour répondre à cette énigme. Lors de l'autopsie d'Olivier Fargue, des larves et des insectes ont été prélevés sur son corps, dans l'espoir qu'ils permettent de dater son décès. Damien Charabidze, entomologiste à l'Institut de médecine légale de Lille, nous explique cette méthode de datation. Quand on trouve ces insectes sur le corps, on va pouvoir assez précisément estimer leur âge, déterminer depuis combien de temps les insectes se développent, à quel moment ils ont été pondus, et formuler des conclusions sur la date minimum du décès. À Poitiers, au mois de mars 2004, les conditions climatiques étaient rudes.
De plus, le corps était emballé dans des sacs poubelles. Ces données rendent la datation particulièrement complexe. On est dans des conditions un peu plus difficiles. Il fait froid, il pleut, ou le corps est difficile d'accès, par exemple. À ce moment-là, il faudra un certain temps pour que les insectes détectent la présence du cadavre et viennent pondre, réussissent à accéder et à venir pondre sur le corps. Selon l'expertise, les insectes ont colonisé le cadavre vers le 6 ou 7 mars 2004, quand il aurait été déposé sur le terrain, face à l'Institut médico-éducatif. Mais la victime était peut-être déjà décédée depuis plusieurs jours et conservée dans un lieu fermé. Damien Charabitz envisage des hypothèses. Tout endroit qui est fermé, sans ouverture sur l'extérieur et frais, va préserver de l'accès des insectes. Donc les pièces qui n'ont pas d'ouverture, par exemple une cave, généralement il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur, à part une porte, et ces endroits qui sont relativement frais, ça peut être un grenier, ça peut être un coffre de voiture. Un corps conservé à l'intérieur, puis déposé à l'extérieur. Le fait semble acquis. Mais à ce stade, la date exacte du décès d'Olivier reste énigmatique. Le taux d'alcoolémie du jeune homme va peut-être permettre d'y voir plus clair. L'autopsie a révélé que la victime présentait 1,26 g d'alcool par litre de sang au moment de son décès, ce qui correspond à une consommation importante. Il faut, pour un homme, avoir absorbé environ, un homme de poids moyen, de 75 kg, il faut environ avoir absorbé 80 grammes, entre 70 et 80 grammes d'alcool pur. Et un verre d'alcool, un verre de vin, un verre de whisky, correspond à 10 grammes. Donc en gros, il faut avoir bu soit une bouteille de vin, soit un tiers d'une bouteille de vodka. Selon les témoignages recueillis par les enquêteurs, le soir des faits, le jeune homme a bu à lui seul une bouteille de gin. J'ai trouvé la fameuse bouteille de gin et d'après ses camarades, cette bouteille de gin lui avait servi à faire un genre de cocktail, c'est-à-dire qu'il coupait son gin avec un soda, mais la bouteille était vide. Les amis d'Olivier racontent qu'aux alentours de 23 h, au moment où ils se rendent au pilori, leur camarade avait déjà fini sa bouteille. À cette heure-là, quel pouvait être son taux d'alcoolémie ? La consommation d'une bouteille d'alcool chez un homme de taille et de corpulence moyenne, on est aux alentours de 2 grammes, 2,50 g. Le taux d'élimination moyen est de 0,15 g par heure et par litre de sang. Une règle de 3 permet d'établir qu'avec un taux d'alcoolémie de 2,25 g à 23 h, il faut un peu plus de 6 heures pour descendre à 1,26 g le taux d'alcoolémie au moment de la mort. Si on se fie à ce taux, Olivier serait mort le mercredi 3 mars, aux environs de 5 h du matin. Un horaire qui coïncide avec les 2 tentatives de retrait avec sa carte bancaire, à 5h20. L'enquête de terrain va permettre de corroborer les hypothèses scientifiques. La PJ de Poitiers a fini par remonter la piste des sacs poubelles, du scotch et du gant en latex utilisés pour disposer du corps. Ils proviennent d'un hypermarché, tout proche du lieu de découverte du cadavre. Se rendent dans ce supermarché et demandent aux dirigeants de cet hypermarché de leur sortir la liste de toutes les personnes qui ont procédé à l'acquisition d'un emballage de cette nature et d'un adhésif de cette nature le même jour. Un individu a acheté tous ces articles, ainsi qu'une boîte de préservatifs, avec un billet de 50 €. Comble de malchance, les caméras de surveillance ont filmé l'acheteur, mais les bandes ont été automatiquement détruites dans les 48 heures. Une chose semble cependant acquise. Ces achats sont effectués le jeudi. Olivier a disparu le mardi. Il est vraisemblable qu'au moment où ces achats sont effectués, Olivier est déjà décédé. Le jeudi 4 mars, les tueurs décident de s'organiser. La conservation du cadavre d'Olivier ne peut pas s'éterniser. La putréfaction risquant en effet d'alerter le voisinage. Au bout de quelques jours, 3-4 jours, l'odeur, la transformation du corps font qu'il est absolument nécessaire de le transporter. Les expertises scientifiques et l'enquête de terrain permettent de voir un peu plus clair dans la chronologie des faits, sans pour autant parvenir à tout expliquer. On se pose beaucoup de questions. Savoir si il a mis longtemps, effectivement, s'il est resté en vie, c'est très éprouvant. Très éprouvant, mais malheureusement, on n'a pas davantage de précision.
C'est très difficile d'établir avec exactitude l'heure et même la date de la mort quand le corps est retrouvé plusieurs jours après le meurtre. Oui, c'est sûr. On n'est pas dans une série américaine, faut pas rêver. Les experts ne peuvent pas tout. L'enquête de terrain a révélé un élément très important qui permet de réfléchir à la chronologie des faits. Les policiers ont retrouvé le lieu et surtout le jour et l'heure auquel le matériel qui a servi à emballer le corps d'Olivier a été acheté. Il s'agit du jeudi 4 mars vers 17h dans un supermarché du sud-est de Poitiers. Olivier est déjà mort à ce moment-là. Les tueurs veulent se débarrasser du corps. Après la violence du passage à l'acte criminel, il faut reprendre ses esprits et réfléchir à la manière de se débarrasser le plus facilement du corps sans se faire gauler. En prenant en compte les données des expertises et votre connaissance de l'enquête, quand pensez-vous qu'Olivier est décédé? Pour moi, Olivier serait mort aux alentours de 5h20, l'heure des tentatives de retrait avec sa carte bleue, c'est-à-dire au matin du 3 mars 2004. Les experts n'excluent pas qu'il soit mort dans les jours qui suivent. Pourquoi ne retenez-vous pas ce scénario? Je n'imagine pas qu'il ait pu rester vivant plus longtemps, car ça supposerait qu'il ait été séquestré, ce qui nécessite la mise en œuvre d'une logistique lourde qui ne s'improvise pas. Qu'ont fait les tueurs de son corps après l'avoir tué? Ils l'ont caché, je suis assez convaincu par les exemples avancés par l'entomologiste. La cave, l'appartement, le coffre de voiture. Mais il y a tout de même un témoin, la caissière du supermarché, qui se souvient d'un homme d'une trentaine d'années. Oui, mais son témoignage ne permet pas d'établir un portrait robot. En plus, le paiement s'est fait en liquide, donc impossible de remonter à l'acheteur. Et pour couronner le tout, les vidéosurveillances ont été détruites. Pas de bol, on aurait pu voir son visage et lui mettre la main dessus. Les policiers vont suivre plusieurs pistes. La première, comme toujours dans les affaires criminelles, est celle d'un auteur qui connaissait la victime. On espère toujours trouver un lien entre la victime et son tueur. Dans le meurtre d'Olivier, même si au premier abord on pense à un vol qui a mal tourné, rien n'est exclu. Le tueur peut être un proche qui a dépouillé sa victime pour maquiller son meurtre en crime crapuleux. Tout l'entourage, aussi bien familial qu'amical d'Olivier, va être entendu. Les policiers passent au crible les moindres détails de sa vie et cherchent si une de ces relations n'est pas à l'origine de sa mort. Les violences subies par Olivier peuvent faire penser que le tueur est un proche. La multitude de coups, c'est toujours un type de meurtre assez particulier. On va retrouver ça beaucoup dans les violences de la part de personnes qui se connaissent. Ça donne une idée ou de l'acharnement ou de l'anxiété, de la peur, de l'improvisation de la part de l'auteur des coups qui est souvent débordé par cette violence. La famille d'Olivier est immédiatement mise hors de cause. Ses parents vivent à plusieurs centaines de kilomètres de Poitiers et leurs alibis sont solides. L'enquête va donc s'intéresser tout particulièrement à l'environnement amical de la victime. Olivier est à l'ANSPA depuis 6 mois. Il ne fréquente que les élèves de son école. Ça aurait été une dispute entre copains qui aurait peut-être eu un petit coup dans le nez, dispute qui aurait très mal tourné et qui aurait terminé donc, dans les conditions que l'on sait. Les amis de la victime sont convoqués dans les locaux de la police judiciaire de Poitiers. Tous ses proches, tous ses amis qui fréquentent le même établissement que lui vont être entendus. C'est assez angoissant puisqu'on entre dans les locaux de la police, donc c'est dans des bureaux fermés par des grilles et qui sont verrouillés. Donc évidemment, on a la sensation d'entrer un petit peu dans la gueule du loup. Moi, c'est vrai que moi-même, quand je suis entré dans les locaux, je me suis dit heureusement que j'ai rien à me reprocher parce que sinon je serais vraiment pas tranquille. Apparemment, j'ai été moins cuisiné que les autres quand même si ça a duré des heures. Les enquêteurs vont s'interroger sur les conflits qui auraient pu opposer Olivier à ses camarades. Les élections n'étaient-elles pas source d'un conflit qui aurait pu surgir avec une liste concurrente ou un membre d'une liste concurrente ou un membre de sa liste? À l'ANSMA, personne ne croit que l'école puisse abriter le tueur. Il n'avait que des amis, Olivier. Donc c'est vrai que j'imagine assez mal quelqu'un aller lui chercher des crosses et jusqu'à le tuer. Il n'était pas suffisamment influent pour pouvoir gêner des gens, quoi. Je veux dire, il y avait de la place pour tout le monde, et il marchait sur les pieds de personne, il n'y avait pas de souci, quoi. Olivier n'avait aucun ennemi. L'enquête va ensuite se pencher sur les dangers liés aux soirées bien arrosées, que les étudiants avaient l'habitude de passer ensemble. Une ivresse, on sait comment elle commence, on sait jamais comment elle se termine. Chaque ivresse ne se ressemble pas, parce que la tonalité
affective ou la tonalité d'humeur d'une ivresse, elle est complètement liée à votre état émotionnel du moment. Le soir du meurtre, au fil des heures, l'alcool a rendu Olivier agressif et susceptible. Ça peut arriver qu'il ait des réactions assez explosives sous l'effet de l'alcool. Alors ça arrive notamment quand il est très contrarié. Alors ça a beaucoup surpris ses copains à l'école, puisqu'ils ne le connaissaient que depuis 6 mois et qu'ils ne l'avaient jamais connu sous cet angle-là. Et d'ailleurs, ils ont été bien en peine d'expliquer ce qui s'était passé, puisque la plupart des gens ne connaissaient pas Olivier comme ça. Mais la piste de la soirée qui dégénère à cause de l'alcool ne résiste pas à l'examen des faits. Une dispute entre copains, sauf s'il y a un acharnement qui a une explication, il aurait reçu un coup de poing qui l'aurait frappé à un endroit vital, il aurait chuté en se cognant la tête, qui aurait provoqué un traumatisme crânien entraînant la mort. J'allais dire c'est possible, mais vu la description des coups qu'il a reçus, on est au stade de l'acharnement, quoi, si vous voulez. On n'est pas au stade de la montée de colère involontaire, si je puis dire. Les ADN des amis d'Olivier sont prélevés et comparés à celui qui a été retrouvé sur le scotch entourant les sacs poubelles. Et aucun des points de comparaison ne s'est révélé positif. La piste étudiante est alors définitivement fermée. Je savais que ces étudiants ne pouvaient pas s'en prendre à Olivier. Même si la soirée avait pu se passer plus ou moins bien, non. Je ne pouvais pas envisager que ce groupe d'étudiants puisse le faire souffrir, puisse le taper jusqu'à la mort. Pour moi, c'était impensable. L'enquête dans l'entourage de la victime n'a rien donné. Très rapidement, les policiers établissent qu'il n'existe pas de lien entre Olivier et ses agresseurs. Dans l'affaire Fargue, tout a commencé par une disparition et le temps perdu ne se rattrape plus. Les 8 jours qui se sont écoulés jusqu'à la découverte du corps ont favorisé la dissimulation d'indices importants. Les investigations s'annoncent complexes, car il faut envisager qu'Olivier ait fait une mauvaise rencontre. Les tueurs ont frappé de manière imprévisible et sans logique apparente. Il va donc falloir décortiquer le crime pour en comprendre ses ressorts, dans l'espoir qu'il révèle des éléments permettant de s'approcher des auteurs. Un tel crime ne s'est jamais produit sur Poitiers, à tout le moins avec une telle sauvagerie, et, une telle cruauté et un tel acharnement sur une personne. Olivier Fargue disparaît un mardi soir. Ce jour de la semaine, la ville est habituellement très tranquille. Mardi soir, c'est assez calme en sortant dans les rues, les petites rues, il n'y a personne. Quand Olivier quitte ses amis à 23h15, les rues sont désertes. Le jeune homme s'enfonce dans la nuit, sans crainte. Pour lui, Poitiers est une ville sûre. Il ne mesure absolument pas le danger dans lequel il est. Un homme qui est saoul, qui titube, il peut être opéré par plusieurs personnes, soit en voiture, soit à pied. On est une victime idéale. Pourquoi ? Parce que, 1, on ne voit pas le risque venir. 2, on est dans cette période dans laquelle on ne contrôle plus rien. Et 3, si jamais on se rend compte au moment, dans cette mauvaise rencontre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien on n'a plus du tout les moyens de réagir. Les enquêteurs acquièrent la certitude qu'Olivier est tombé par hasard sur ses agresseurs. Ça peut être une bande de loupards qui ont envie de se payer quelqu'un. Ce peut être aussi, mais ça je le mettrai de façon très accessoire, lié au fait que Olivier était typé et que pourquoi pas, on peut aussi imaginer ça, on peut tout imaginer, ou peut-être même tout simplement les trois à la fois. L'opportunité de dépouiller quelqu'un, l'envie de se faire quelqu'un, et de surcroît quelqu'un qui a un faciès qui ne leur revient pas. Les policiers ont mené l'enquête auprès des populations marginales de la ville. Mais ces investigations n'ont pas été concluantes. Il faut déterminer quand et comment Olivier a rencontré ses tueurs. À 23h45, il est à l'arrêt de bus de la Porte de Paris. C'est sans doute à cet endroit qu'il rencontre ses agresseurs. Est-ce qu'il a fait confiance à ce groupe de personnes et qu'il ne s'est pas méfié? A-t-il été attaqué dans le dos? L'a-t-on menacé avec une arme pour rentrer dans une voiture? L'enquête ne permet pas de répondre à ces questions. Les hypothèses sont multiples. Il a pu être abordé peut-être un petit peu violemment, mais par des gens qui se faisaient passer pour ce qu'ils n'étaient pas, et qu'il a été assez vite neutralisé, frappé, violenté,
par derrière, par traîtrise, de façon imprévue de sa part, puisqu'il n'a même pas été en position de se défendre. Une chose est sûre, Olivier a été volé. Lorsqu'on a découvert son corps, il manquait donc les chaussures, la chemise, la montre, sa gourmette, sa chaîne, la chaîne épaisse en argent, ses papiers, son portefeuille est d'ailleurs complet avec sa carte bleue. Le vol serait donc le mobile du meurtre. Il n'y avait pas grand-chose sur lui. Et quand bien même ce serait pour le voler, on ne tue pas quelqu'un pour lui faire les poches quand même. Il semble que tout se soit joué entre minuit 6, heure du dernier appel passé par Olivier, et 5h20, heure d'utilisation de sa carte bleue. Les agresseurs veulent de l'argent liquide. Il pensait pouvoir obtenir assez facilement les renseignements qu'il voulait, c'est-à-dire le code de la carte bleue. Mais Olivier ne cède pas. Qui peut croire que les gens qui vous menacent pour simplement 250 € sont capables d'attenter à votre vie? Vous pouvez endurer des coups, mais vous pouvez ne pas imaginer qu'il y aura une issue fatale pour vous. Et donc résister, parce que les coups ne sont pas suffisants pour vous faire plier. Il pensait qu'il avait peut-être plus rien à perdre et que, n'ayant plus rien à perdre, c'était pas la peine qu'il leur fasse ce dernier cadeau. Olivier est seul face à ses tueurs. Il s'engage avec eux dans un bras de fer terrible. Les psychiatres appellent crime de point d'honneur ces situations qui dégénèrent quand personne ne veut perdre la face. Les hommes n'aiment pas se faire détrousser. Nous avons été élevés pour être des dominants, pour nous battre, et vraiment les crimes du point d'honneur sont fréquents. Alors c'est quoi les crimes du point d'honneur? C'est à chaque fois que la virilité d'un individu est pour lui mise en cause. Je tiens absolument à obtenir ce que je veux et je tape. L'enquête n'a pas déterminé si Olivier était encore en vie au moment de la tentative de retrait. Toutes les suppositions sont possibles. Et c'est bien ce qui est terrible, c'est que aucune de ces suppositions ne sont vérifiées. Et chacune d'elles a aussi sa part d'atrocité pour les parents que nous sommes. Des expertises en téléphonie ont été menées. Des individus dont les portables ont borné près du distributeur et du lieu de dépôt du corps ont été identifiés et entendus. Au total, une demi-douzaine de personnes ont été auditionnées. Certaines ont même été mises en garde à vue, sans résultat. Dans leur enquête, les policiers vont aussi essayer de remonter la piste du billet de 50 €, avec lequel les sacs poubelles, les gants en latex et le scotch ont été achetés. Les enquêteurs vont interroger les distributeurs automatiques situés aux alentours pour avoir une nouvelle chance d'identifier ce mystérieux client. Une liste des individus ayant retiré un billet de 50 € dans un des distributeurs proches du supermarché est établie. Les policiers la croisent avec celle des personnes dont les téléphones portables ont borné Porte de Paris et près de l'Institut médico-éducatif. La concordance de tous ces éléments a laissé sortir quelques noms. Ces personnes ont été interrogées, très naturellement, pour vérifier si elles n'étaient pas en lien avec la disparition d'Olivier. Il n'y avait aucun lien. 45 personnes ont été entendues sans qu'il soit possible de les relier au crime. Malgré tout, à ce jour, la piste d'un auteur inconnu de la victime reste la plus privilégiée. Jean-Marc, depuis le tout début de notre enquête sur l'affaire Fargue, vous avez toujours pensé que l'hypothèse d'un tueur ne connaissant pas sa victime était la plus vraisemblable. Pour moi, Olivier a fait une mauvaise rencontre. Ça a pu être brutal, avec une agression physique pour le faire monter de force dans une voiture. Mais c'est pas sûr. Cette rencontre a aussi pu commencer dans un climat sympathique. Vous voulez dire qu'Olivier a pu suivre volontairement ses agresseurs? Olivier aime bien parler, rencontrer des gens. Ce soir-là, il était très alcoolisé. Quand il est à l'arrêt de bus, il n'est pas impensable qu'il se soit lancé dans une conversation avec quelqu'un et qu'il l'ait suivi de son plein gré. Et puis très vite, ça tourne très très mal, ça dégénère. Vous pensez qu'Olivier a mal apprécié la situation et qu'il s'est mis en danger? Il ne s'est pas mis en danger volontairement. Il était en danger, seul, dans la nuit, avec des bijoux dont la valeur globale devait approcher les 400 € au bas mot. Sa montre de marque Festina, bracelet acier, chrono blanc sur fond noir et sa gourmette en argent massif gravée à son prénom n'ont jamais été retrouvés. Selon vous, qu'est-ce que les tueurs en ont fait?
Ils ont dû les vendre dans un dépôt-vente ou dans une bijouterie, les refourguer, comme on dit. Ou bien ils les ont offerts, les ont portés eux-mêmes. Si quelqu'un a acheté ces bijoux, se les a fait offrir ou les a vus au poignet d'un proche au printemps 2004, il faut le signaler à la police. D'autres objets ont disparu, son appareil photo numérique, ses baskets Reebok en cuir noir, son portefeuille noir et vert en tissu et son portable Nokia 3310 avec une coque grise. De la même manière, si quelqu'un détient des informations, il doit se faire connaître des enquêteurs. Il est essentiel de recueillir de nouveaux témoignages. Car dans cette affaire, les suspects ont tous été mis hors de cause. Leurs ADN ne correspondaient pas à ceux isolés à partir des scellés du dossier. En reprenant une à une les données du meurtre d'Olivier, on découvre beaucoup d'informations sur ses auteurs, car malgré eux, ils ont semé des indices qui nous permettent d'établir leur profil. Ce qui marque dans cette affaire, c'est le paradoxe entre l'acharnement dont a été victime Olivier Fargue et les manipulations, le soin visiblement apporté par son ou ses agresseurs à dissimuler toute preuve qui pourrait remonter jusqu'à eux. Depuis le début de l'affaire, les policiers ont l'intuition qu'Olivier a été agressé par plusieurs personnes. Un groupe particulièrement violent qui a suggéré l'après-meurtre. Olivier mesurait à peu près 1,80 m, il pesait entre 75 et 78 kg, donc c'est pas évident de transporter un corps qui ne cède pas. Il fallait être plusieurs à manipuler et ensuite pour le transporter et le hisser dans un coffre. En 2008, les scellés du crime sont une nouvelle fois analysés. Mais cette fois-ci, coup de théâtre. Les expertises génétiques révèlent la présence d'un ADN mitochondrial féminin. Une femme est donc impliquée dans le meurtre. Quand on est amoureux, amoureuse, parfois on fait des choses absolument folles, délirantes, que l'on regrette toute sa vie. On peut imaginer que la femme ait joué son rôle, entre guillemets, de ménagère et qu'elle ait fait en sorte que, voilà, on nettoie bien le corps, voilà. Mais on imagine mal une femme commettre des actes de violence extrême, comme donner des coups de barre de fer. Les lieux de l'affaire nous renseignent sur les auteurs. Le terrain où a été découvert le corps, le supermarché et la porte de Paris se situent dans un rayon de 5 km. Une zone géographique réduite, certainement bien connue des tueurs. Il se peut qu'ils y résident. Il se peut aussi qu'ils y aient conservé le cadavre d'Olivier avant de s'en débarrasser. Je pense aussi que quelqu'un a pu prêter une cave, un appartement, un lieu, etc. Il a fallu conserver le corps pendant un certain temps. Et donc, forcément, il y a des complicités. Les services de police disposent également d'une sommaire description physique d'un suspect, grâce au témoignage de la caissière et de 2 clients du supermarché. Elles se souviennent d'un homme qui, le jeudi 4 mars, a acheté des sacs poubelles, des gants en latex, du ruban adhésif et des préservatifs. Le signalement qui en est donné et qui concorde évidemment, c'est que c'est un jeune homme d'une trentaine d'années, habillé normalement, c'est-à-dire sans excentricité, quoi, ni clochard, ni BCBG, cheveux courts, bref, quelqu'un qui passe partout quand on n'a pas de raison de l'observer. Le suspect ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. C'est quelqu'un, semble-t-il, de bien inséré. Ses complices aussi. Les auteurs ont transporté le cadavre grâce à un véhicule. Ils sont en âge de conduire et ont accès à une voiture. Leur mode de vie n'a par ailleurs pas éveillé les soupçons. On se fait une idée fausse des criminels qui sont la plupart du temps des gens d'apparence normale. Donc dans cette histoire, on peut très très bien imaginer un acte unique, un pari, quelque chose, des pas cap, machin, il y a une fille, ils ont fait, je sais pas, une soirée un petit peu arrosée, etc. Ils partent faire une expédition qui va extrêmement mal tourner, bien sûr. Et dans lequel, très probablement, le virilisme a joué un rôle très important. Donc on peut imaginer que ce soit effectivement un acte unique, commis par des gens assez normaux, et c'est pour ça que c'est difficile de les appréhender, parce que ce sont probablement des inconnus. Depuis 8 ans, il y a à Poitiers plusieurs individus, hommes et femmes, qui sont liés par un crime. Si ce sont des gens à peu près bien structurés, ils doivent l'avoir lourdement sur la conscience, parce qu'ils risquent très très gros. C'est un crime jugé par la cour d'assises, et c'est un crime assez odieux, et donc ils risquent une forte peine, et ils le savent.
Dans cette affaire, 2 ADN ont été trouvés, un masculin et un féminin. Êtes-vous surpris par le fait qu'une femme puisse être impliquée dans ce meurtre? Pas plus que ça. Les femmes sont assez souvent mêlées à des affaires criminelles. En l'occurrence, l'ADN féminin est retrouvé sur le scotch qui entoure les sacs poubelles. Ça laisse penser qu'une femme a aidé l'auteur à disposer du corps. La caissière du supermarché est formelle, les sacs ont été achetés par un homme seul. Si c'est lui qui a tué, c'est logique que ce soit lui qui prenne les risques en allant faire les courses. Le fait qu'il achète également des préservatifs nous laisse imaginer que ce ne sont pas de simples copains, que leur vie continue. Ils font face ensemble. La complicité atténue toujours le sentiment de culpabilité. Le lieu de découverte du corps et le supermarché sont assez proches. Est-ce pour vous un élément à prendre en compte? À Poitiers, des grandes surfaces, il y en a plein. S'il va dans celle-là, c'est que ça l'arrange. Je pense donc que le corps d'Olivier a été conservé aux alentours du supermarché et du lieu de sa découverte. Il faut que les habitants de ce quartier fouillent leur mémoire et signalent à la police tout comportement suspect remontant à mars 2004. Un homme d'une trentaine d'années vu par la caissière, un ADN féminin qui prouve la complicité d'une femme, des lieux choisis avec précaution, une victime alcoolisée et vulnérable. Quel scénario des faits établissez-vous? Pour moi, il n'y a pas eu de préméditation. Il s'agit d'une mauvaise rencontre. Olivier était au mauvais endroit, au mauvais moment. Dans un crime prémédité, l'achat des sacs poubelles, du scotch et des gants aurait sûrement précédé le meurtre. Comment imaginez-vous le moment du crime? Au moment des faits, l'alcool coulait dans les veines d'Olivier. Mais je pense que c'était aussi le cas pour son meurtrier. Cela expliquerait la violence du crime et des coups si nombreux. À mon sens, il n'y a qu'un individu qui a frappé et avec une seule arme. Pensez-vous que d'autres personnes aient été mêlées au crime? Selon moi, d'autres individus ont assisté au tabassage. L'excitation du groupe amène les coups. Il y a un effet d'entraînement. Cette violence est ensuite suivie d'une gestion froide et réfléchie du cadavre. Le groupe se concerte pour ne pas commettre d'erreur. À quel moment la femme qui a laissé son ADN sur le scotch devient-elle complice? Elle peut avoir servi d'appât pour séduire Olivier. Elle l'aurait rencontré à l'arrêt de bus et accompagné vers un traquenard. Mais peut-être que sa participation s'est limitée à aider à se débarrasser du corps. Au début de l'agression, Olivier aurait donc pu être victime d'une ruse? Oui, j'ai évoqué l'hypothèse d'une femme à pas. Mais il y a une autre ruse à laquelle il faut penser. C'est celle de l'usurpation de la qualité de policier. Souvenez-vous du message d'Olivier à son ami. Il dit avoir été arrêté, et c'est peut-être ce qu'il a cru. Ces tueurs ont pu se faire passer pour des flics. Le crime nous donne-t-il une indication sur le milieu social du tueur? Pas vraiment. La nuit, la température monte vite, et ce, dans tous les milieux sociaux. Un fils à papa qui picole n'est pas moins dangereux qu'une petite frappe. Certains éléments matériels nous font penser que les auteurs ne sont pas des marginaux. Pourtant, la nuit, dans un quartier isolé, on imagine bien qu'Olivier ait pu tomber sur des marginaux, des SDF ou des punks à chiens qui zonent dans la ville. J'y crois pas trop, moi, à ça. D'abord, l'auteur avait une voiture pour transporter le corps. Ensuite, la caissière du supermarché ne décrit ni un clochard, ni un marginal. Et en plus, l'homme a payé avec un billet de 50 €. C'est pas le genre de coupure qui traîne dans les poches d'un mec qui fait la manche. Est-ce que vous pensez que le fait que plusieurs personnes soient impliquées dans le meurtre multiplie les chances de les confondre un jour? Ces auteurs portent ensemble un lourd secret. Ils se tiennent les uns les autres et n'ont aucun intérêt à rompre le silence. On n'est pas dans le cadre d'un braquage où les mecs finissent par balancer leurs complices quand ils ont l'impression de s'être fait avoir dans la répartition du butin. Mais les crimes parfaits n'existent pas. Les parents d'Olivier s'accrochent à cette idée et attendent chaque jour depuis 8 ans que l'enquête aboutisse. Cela fait 8 ans qu'Olivier est mort. 8 ans que les enquêteurs de la PJ de Poitiers cherchent à comprendre les circonstances de son meurtre. Sur la mort d'Olivier, pour l'instant, il n'y a ni nom ni prénom. Aucun auteur. Rien que des hypothèses, rien que des portes qui restent toujours ouvertes. Ce n'est pas parce que les services d'enquête ne font pas leur travail. Ce n'est pas parce que le juge d'instruction ne s'y intéresse pas. Ce n'est pas parce que nous sommes en présence d'un crime parfait, parce qu'il n'y a jamais aucun crime parfait. C'est juste peut-être que pour l'instant, le ou les auteurs ont de la chance. Pourtant, la mère et le père d'Olivier ont un besoin viscéral de connaître la vérité. J'aimerais vraiment savoir quel genre de personne est capable d'infliger de telles blessures à un autre être humain, est capable de tuer pour un peu d'argent
Et ensuite, que ces personnes puissent continuer à vivre comme si rien n'était arrivé. L'absence d'indices probants significatifs nous font douter et désespérer. Et j'espère, même si c'est de nombreuses années après, j'espère qu'on n'en restera pas là et qu'il y aura un petit élément qui permettra de remonter la piste. C'est ce qui me permet d'avancer, c'est ce qui me permet de continuer à vivre. Cette longue enquête qui n'aboutit pas est un cauchemar pour les parents de la victime. Pour cultiver le souvenir de quelqu'un, il faut savoir comment il est mort. Pourquoi il est mort. Par qui il est mort. Pour l'instant, mes clients ne cultivent rien. Parce que c'est une jachère. Et il n'y a pas de réponse. Faire son deuil, je ne sais pas à quoi ça correspond. En fait, on apprend simplement à vivre avec un absent. C'est tout. Cette année, Olivier Fargue aurait dû fêter ses 30 ans. J'y pense quand même souvent. On pense à lui quand même s'il n'est plus là. On peut avoir que beaucoup de chagrin de cette, comment dirais-je, de cet arrêt brutal, donc d'une vie pleine d'espérance. Pour tout le monde, mais pour lui d'abord, évidemment. Ce qui me console un peu, c'est que dans cette jeune vie, malgré tout, il est heureux. Je pense qu'il a passé peut-être peu de temps, mais il a été heureux, je crois, parce qu'il aimait ce qu'il faisait, parce qu'il était en plein dans la vie, et qu'il avait déjà trouvé ce que c'était que le bonheur, c'est-à-dire vivre l'instant présent. Depuis le jour où ils ont appris le meurtre de leur fils, Daniel Fargue et Charles-Henri Mailhodon attendent l'arrestation et la condamnation des tueurs. Soyons pas hypocrites, j'ai besoin qu'il soit puni. Parce que, bon... Ça ne fait pas revivre la personne, mais au moins on connaît la vérité et les auteurs ne peuvent pas recommencer. Je n'ai pas cette générosité qui consiste à pardonner ce qui s'est passé, quoi. Qu'ils payent ce qu'ils ont fait. C'est le minimum. Voilà. Olivier Fargue est décédé l'année de ses 22 ans, au printemps de sa vie. Un ou des individus ont décidé de lui voler l'avenir auquel il était promis. Ceux ou ces tueurs portent depuis 8 ans le poids d'un terrible secret. Contrairement à Olivier, ils continuent d'aimer, de profiter de chaque instant, de vivre tout simplement. Il est temps que justice soit faite et qu'ils répondent de leurs actes. Dans les affaires criminelles, le chemin vers la vérité est parfois très long, souvent semé d'embûches. Mais au bout, il y a l'espoir d'un procès, ce jour tant attendu par la famille d'Olivier, qui enfin connaîtra la paix. Bonsoir.